Les minutes de politesse sont passées, donc je vous propose de débuter doucement le temps que les autres arrivent. Donc, je suis Emmanuel Michaud, je suis le directeur marketing santé du groupe Tessi que je vais rapidement vous présenter. Je suis avec Mathieu Dibadji, qui est cofondateur de Sweepin, Bonjour à tous. et Sybille Klein, qu'on voit qu'à moitié, et qui est la responsable marketing de Sweepin. Bonjour. Voilà. Tu peux passer le slide, Sybille? Voilà. Donc pour ceux qui ne le savent pas, Tessi est un groupe français né il y a 50 ans en France. On fait à peu près 500 millions de chiffre d'affaires et on est 13 000 collaborateurs dans le monde, essentiellement en Europe d'ailleurs. Et on est spécialiste de l'expérience utilisateur et des traitements métiers pour un certain nombre de grandes organisations. Donc, on allie à la fois des services de ce qu'on appelle le BPO en général, hein, tous les centres de traitement, la numérisation de documents, etc. Et puis des solutions logicielles qu'on a développées au fur et à mesure de nos besoins, de nos centres de traitement et qu'on commercialise et qui sont aujourd'hui proposées en mode édition de logiciel autour de l'archivage, des flux de documents sortants et des plateformes digitales. On a une approche de tiers de confiance, non, reviens en arrière, une approche de tiers de confiance dans le domaine de la santé. On considère que c'est un métier qui a besoin à la fois de sécurité, d'expérience utilisateur très spécifique, et qu'on doit accompagner particulièrement les patients, les volontaires aux études cliniques, etc. On ne peut pas le faire exactement comme on le fait dans d'autres domaines de l'assurance santé ou de l'administration. On doit être inclusif, durable évidemment, intégrer toutes les problématiques d'éthique, de valeurs juridiques, de valeurs probatoires, bien sûr d'interopérabilité. Et tout ça, on le démontre et on va le chercher au travers de toutes les certifications qui permettent bien de démontrer qu'on est votre tiers de confiance dans le domaine de la santé. Et on a développé un certain nombre de solutions que l'on présente sous forme de parcours patient. Vas-y, le suivant. Et ces parcours patients, donc, si on prend un séjour, hein, c'est un peu hospitalo-centré, mais globalement, si on prend un séjour d'un patient à l'hôpital, il prend rendez-vous, il peut faire appel à nos centres d'appel, etc. On a mis en place des solutions de consentement électronique. D'admission au sens où on peut faire un certain nombre de questionnaires de pré-anesthésiques, etc. Des solutions comme je disais, d'archivage, de factures électroniques, donc qui accompagnent le patient tout au long de son parcours. Et dans notre réflexion pour enrichir ces parcours patients, on a investi dans une société auquel on croit beaucoup, à la fois parce que la solution est géniale et parce que les dirigeants ont une très bonne vision de ces parcours, qui est la société Sweepin. Donc ça fait un peu plus d'1 an qu'on est rentré au capital. Et ce que je vous propose aujourd'hui, dans le cadre de tous les websem qu'on organise tous les mois autour de Tessi pour la santé, c'est donc de faire un focus sur ces problématiques de géoguidage et de géolocalisation des patients dans les hôpitaux. Et je leur passe la main, voilà, pour le reste de la présentation. En pratique, ce que je vous propose, c'est de poser vos questions à la fin de la présentation. Et donc, on sera à votre disposition, bien sûr, pour y répondre. Voilà. Merci Emmanuel pour la petite présentation. Donc nous, on va rapidement vous passer, voilà, vous voyez le sommaire, donc on va un peu parler du contexte de la santé en France aujourd'hui, histoire d'amener un peu le sujet, parce que c'est important aussi de rappeler un peu les sujets d'actualité. Et puis Mathieu va vous présenter dans un second temps ce que nous, on propose. Donc aujourd'hui, tout le monde le sait aujourd'hui à cette table, je pense, c'est que la santé est un axe de priorité aujourd'hui pour l'État français. Donc, si on regarde un peu les chiffres, plus de 80% des Français et 95% des acteurs des territoires jugent nécessaire la transformation de ces services. Et ce qui est important de rappeler aussi, c'est qu'une grande réforme est en cours, qui a été annoncée en 2019 par la ministre chargée de la Santé. Donc, dans cette feuille de route, on peut dénoter 5 points centraux. Donc, un qui est vraiment intéressant, c'est le dernier pilier. Ça va être soutenir l'innovation et favoriser l'engagement des acteurs.
Donc ça, c'est un pilier qui est intéressant pour nous aujourd'hui parce que c'est sur celui-ci que la digitalisation au sein des établissements de santé devient un sujet essentiel. Ça, plus qu'une plus-value, ça devient vraiment, ça doit s'intégrer pleinement dans les discussions entre les acteurs. Donc, entre autres, on va aussi parler du projet Open, qui est donc l'hôpital numérique ouvert sur son environnement. Et ce projet-là, en fait, il rejoint vraiment les éléments de la démarche en fait, centrée sur les usages et sur les usagers notamment. Et donc, en fait, voilà, donc, il contribue surtout à la mise en œuvre du schéma d'architecture cible proposé dans la feuille de route. On a aussi, bien sûr, les accords du Ségur de la santé qui ont été signés en 2020. Et cette ambition-là, en fait, c'est vraiment généraliser le partage fluide et sécurisé des données de santé entre les professionnels et les usagers. Et donc, tout cela dans une approche pour mieux soigner, bien sûr, et accompagner les patients et tous les soignants. Donc, en fait, la conséquence, en fait, c'est que vraiment les relations sont en train de se transformer entre le patient, les médecins et les usagers. Et donc, là, aujourd'hui, on va faire vraiment un focus sur pourquoi nous, en tout cas, ce qu'on propose aujourd'hui, dans quoi ça s'inscrit. On parle aujourd'hui d'expérience patient. L'expérience patient, c'est une priorité qui s'impose aujourd'hui. Parce que, voilà, déjà, on a aussi des chiffres, hein, bien sûr. Le premier sujet de préoccupation des Français, c'est la santé, pour 78%. Et ce qu'il faut dire, en fait, c'est que le patient, aujourd'hui, n'est plus juste un patient. C'est surtout quelqu'un qui devient utilisateur des services. Il faut reconsidérer son statut et vraiment proposer un accompagnement de A à Z. C'est-à-dire, à partir de son entrée à l'hôpital, même avant l'entrée à l'hôpital, il faut repenser le parcours de soins. Aussi, bon, ça, c'est que 95% de la population a aujourd'hui un smartphone, en France en tout cas, et 56% déclarent utiliser un GPS souvent ou très souvent. Donc ça, en fait, ça montre que c'est un phénomène croissant. Ce phénomène va être amené à se développer non seulement juste pour la navigation en extérieur, mais aussi pour la navigation en intérieur. Et en fait, pour l'établissement, c'est au-delà de ça. C'est-à-dire, bon, il faut s'intégrer vraiment aux nouveaux usages, mais c'est aussi un facteur de différenciation pour les hôpitaux. C'est de se différencier et être dans l'air du temps par rapport à des hôpitaux qui ne l'auront pas fait, par exemple. Donc là, ça amène un autre sujet, c'est-à-dire que l'emploi, ça s'intègre, la géolocalisation aujourd'hui, ça s'intègre dans un parcours de soins. Donc la conséquence, c'est qu'il faut digitaliser le parcours de soins pour être efficient. Donc je laisse la parole à Mathieu. Donc chez Sweepin, on est parti de problématiques terrain et ce sont des problématiques rencontrées par tous les gens qui participent, je pense, à ce web séminaire. Ces problématiques, on les a notées en discutant évidemment avec les établissements. Je vais apprendre à personne que les établissements de santé sont confrontés au quotidien à un problème de file d'attente, d'orientation et de paiement des patients. Les patients arrivent en retard, hein, pour plusieurs raisons. D'abord parce que les processus d'admission sont trop longs. Ils ont évidemment des difficultés à s'orienter. Hein. Les hôpitaux sont souvent conçus comme des labyrinthes, ou disons qu'ils ont évolué dans le temps et ils ont l'air de labyrinthes. Les files d'attente, ils sont souvent interminables et l'environnement y est anxiogène. Généralement, on ne va pas à l'hôpital pour des bonnes raisons. Les conséquences pour l'hôpital, ce sont des pertes financières, donc des rendez-vous qui sont décalés ou manqués, un personnel hospitalier qui est sans cesse accaparé par les patients pour des demandes d'orientation, donc qui est détourné de sa mission initiale, et évidemment l'image de l'établissement qui est détériorée. Il y a de la désorganisation, une mauvaise expérience patient, et il y a un stress, surmenage, énervement dans l'établissement. Donc là, on va parler de quelques cas d'usage principaux de la géolocalisation. Donc ça peut servir à plein de choses. Déjà détecter la présence d'un patient, savoir notamment s'il se situe dans l'enceinte de l'établissement ou a quitté les lieux. Il ne faut pas oublier que tous les ans, il y a des établissements de santé qui perdent des patients, qu'ils les oublient ou qu'ils les perdent. Ça sert évidemment à orienter. On peut géolocaliser pour éviter les fugues. On peut prendre l'exemple d'un patient en gériatrie qui serait tenté d'aller se balader la nuit.
Donc en le géolocalisant, on pourrait par exemple bloquer des portes, aller le retrouver s'il va se balader à l'extérieur, etc. On peut mettre en place un système anti-agression pour une infirmière. On peut prévenir un accompagnant à chaque étape du parcours ambulatoire d'un patient, estimer des temps d'attente, etc., etc. Les bénéfices de la géolocalisation, on en a cité quelques-uns ici. Par exemple, la détection du patient et l'alerte automatique pour prévenir de son arrivée. L'idée ici, c'est de réduire les files d'attente, évidemment. Et comme je vous le disais au préalable, c'est de savoir si un patient se situe dans l'enceinte de l'établissement ou a quitté les lieux. Le guidage, ce serait évidemment pour réduire le nombre de retards au rendez-vous, permettre aux personnels hospitaliers d'être moins sollicités et être pleinement dédié à son activité médicale. Alors nous, on fait des ratios en fonction de l'établissement, en fonction du nombre de visiteurs et de patients par an, et on calcule des ratios tels personne du staff passe 10% de son temps à faire de l'orientation, telle personne à l'accueil passe tant de pourcents, etc., etc. Fois le salaire moyen, évidemment, à l'année. L'idée du guidage, c'est d'offrir un trajet serein aux visiteurs et aux patients dans l'environnement anxiogène. Et évidemment, c'est d'aider les visiteurs, les accompagnants, les ambulanciers, etc., etc. Ça peut être aussi fait pour un technicien qui vient changer une vanne technique à l'autre bout de l'hôpital. Suivre les patients en ambulatoire, l'idée, c'est de mieux suivre les patients dans leur parcours, que ce soit endoscopie, chimio, en ayant connaissance en temps réel des étapes du parcours et des temps d'attente. L'objectif global, évidemment, c'est de réduire le stress et le surmenage au sein des établissements, tout en générant des économies. Donc, bien sûr, quand on met en place une solution digitale au sein d'un établissement, il faut s'assurer que tous les éléments soient réunis pour mener à sa réussite. Donc, aujourd'hui, quand on met une solution de géolocalisation, ça demande de l'implication des équipes, de toutes les équipes, donc les équipes d'accueil, les personnes qui vont être au contact quotidien des patients. Voilà, bon, ça, on vous l'expliquera plus tard. Notamment, il faut que l'application soit ergonome, qu'elle soit accessible par tous les utilisateurs. Donc, c'est vraiment, comme Mathieu disait, en fait, il y a plein de cas d'usage de cette géolocalisation. Donc, en fait, ce qui est intéressant de savoir, c'est qu'on ne géolocalise pas juste une personne. Derrière, en fait, on peut en faire plein de choses. C'est juste une information entrante qui va permettre de faire plein de choses derrière. Donc, c'est pour ça que l'application doit être ergonome pour vraiment se situer en accord avec les attentes de l'établissement. La communication, donc la direction de la com est aussi hyper importante quand il s'agit de mettre en place une solution de géolocalisation, puisqu'il faut inclure le maximum de patients pour que ça devienne un usage presque systématique. Et aussi, bien sûr, une direction de projet qui soit assez solide, qui ait une bonne organisation interne au sein des équipes, puisque beaucoup d'équipes vont être amenées à travailler sur le sujet. Donc, comme je vous disais, on s'est rendu compte des problématiques en discutant directement avec les établissements et nous avons mis au point 3 solutions, 2 pour guider, orienter, et 1 pour suivre les patients en ambulatoire. On a une première solution qui s'affranchit d'applications mobiles, qui permet à un visiteur de scanner un QR code et d'être guidé. Alors, ce n'est pas du temps réel, mais ça permet d'être guidé pas à pas jusqu'à un point d'intérêt ou une liste de services. La solution 2, elle est cette fois-ci en temps réel dans une application mobile. Donc en gros, c'est un point bleu qui vous suit. Hein, c'est tel un GPS pour l'intérieur, avec des instructions également. Le cas d'usage de la solution 2 est le suivant. On va récupérer la liste des rendez-vous dans l'application. On va détecter évidemment le patient aux abords de l'établissement. On va définir une zone, par exemple 300 mètres autour d'un établissement. Dès qu'un patient va rentrer dans cette zone, on va alerter l'ESI, donc le système d'information, ou alors le bureau des entrées tout simplement,
de l'arrivée du patient. Par la suite, on va vérifier la complétude du dossier du patient et c'est du guidage intelligent qui va prendre le relais. C'est-à-dire que si on avait défini avec l'établissement qu'il fallait scanner 5 pièces justificatives avant le rendez-vous, exemple carte vitale, carte mutuelle, etc., s'il a oublié d'en scanner une, on va le guider automatiquement vers un secrétariat. En revanche, si son dossier est complet, on le guidera directement jusqu'à son rendez-vous, puisqu'on récupère la liste des rendez-vous en se greffant directement via des protocoles HL7 SIU. La troisième solution n'est plus sur du guidage, comme je vous disais. Donc les patients qui sont en ambulatoire n'ont plus leur mobile avec eux, n'ont plus leur smartphone. Donc on va les équiper d'un bracelet et définir des étapes avec l'établissement. Exemple, 3 étapes. Et à chaque étape du parcours, le bracelet va interagir avec une balise qui va déclencher un SMS vers un accompagnant. Exemple, quand le patient va être en salle de réveil, un SMS automatique va aller vers l'accompagnant ou un ambulancier en disant « Merci d'aller récupérer le patient, salle 212 au premier étage, dans 20 minutes. » Donc là, par exemple, sur la première solution, comme vous voyez à l'écran, en fait, dans une première étape, on va cartographier l'ensemble de l'établissement. Donc, en général, on cartographie tout l'établissement, et par contre, vous pouvez vraiment choisir quel secteur vous voulez cartographier et quel secteur vous voulez rendre accessible. Donc ça va être accessible juste par site web. Comme on disait, c'est la première solution, donc il n'y a pas d'application nécessaire. Accessible sur les bandes d'accueil si vous en avez, et vous allez pouvoir les mettre sur vos écrans. Donc ça va être par QR code, comme vous le voyez ici. Vous pouvez le tester, donc si vous avez un smartphone sur vous, n'hésitez pas à flasher le QR code. Oui, on peut prendre une minute pour que tout le monde flash ce QR code. Donc vous allez tomber sur une liste de services. Je crois que pour la démo, on a mis l'Institut Paoli-Calmette Cancéro à Marseille. Soit vous faites une recherche de service dans la barre de recherche tout en haut, soit vous cliquez sur n'importe quel service, puis vous pouvez démarrer le guidage et appuyer sur le bouton Play. Donc là, ça vous guide avec des instructions et vous pouvez aussi régler votre vitesse de marche en bas à gauche. On peut imaginer ça pour les personnes à mobilité réduite. Donc en gros, on établit la cartographie 3D à partir de plans PDF AutoCAD. C'est l'hôpital évidemment qui nous envoie ces plans. Ensuite, on permet à l'établissement d'éditer et de placer sur la cartographie des QR codes. Puis l'établissement doit imprimer des kakémonos ou des affiches et les positionner, par exemple, aux entrées, au parking, etc. Puisque un QR code nous donne la position de départ. Solution 2, c'est ce que je vous expliquais tout à l'heure sur le cas d'usage. Simplement, quelques mots sur notre technologie. Donc, on détecte, on guide. C'est du temps réel dans une application mobile, mais notre technologie de guidage s'affranchit de balises hardware, donc de beacon. En gros, on va utiliser tous les capteurs que vous avez sur votre smartphone pour guider un individu dans le bâtiment. En gros, c'est le gyroscope, odomètre, accéléromètre. On va utiliser par exemple un baromètre connecté pour capter la pression de votre téléphone et ainsi vous positionner dans un étage, etc. etc. Cette techno est utilisable sans aucun réseau mobile. En mode avion, ça marche. Évidemment, on va assurer une continuité si un établissement a plusieurs bâtiments en a. C'est-à-dire qu'il faut repasser par exemple par l'extérieur pour atteindre un autre bâtiment. On va se brancher évidemment au GPS outdoor pour assurer la continuité. Notre dernière solution de suivi des patients, donc on a mis 3 exemples de SMS, mais bon, je vous en ai cité un tout à l'heure. À droite, on peut voir l'interface qu'on donne à l'établissement
d'abord pour associer un numéro de patient à un numéro de bracelet, évidemment, c'est la première étape pour le personnel hospitalier, puis pour visualiser en temps réel le parcours de soins. Donc là, on voit étape 1, étape 2, étape 3, étape 4, étape 5. Comme évidemment, on a l'heure exacte de sortie de la salle d'attente, de bloc opératoire et de salle de réveil, on peut évidemment, c'est ce qui est intéressant, visionner et estimer des temps d'attente pour la sortie d'un patient. L'idée, c'est de mettre des écrans TV un peu comme dans les aéroports en salle d'attente pour visualiser directement les temps estimés d'attente. À savoir aussi que là, ce qu'on a mis comme exemple, ça va être juste un exemple de cas pour le parcours ambulatoire. Après, comme on disait tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on peut aussi faire ça, imaginons, dans un service de psychiatrie en maternité ou gériatrie, c'est-à-dire aussi, ce qui est important de dire, c'est qu'on peut paramétrer en fait des zones accessibles et autorisées à partir d'une certaine heure jusqu'à une certaine heure, et derrière être alerté en temps réel si une personne est détectée dans une zone interdite ou à l'extérieur de l'établissement. Et on peut aussi bloquer les portes, on peut imaginer ça. Donc voilà, c'est quelque chose qui est assez pratique en fait pour beaucoup de services différents. Voilà, et pour exemple, on peut imaginer un service gériatrique où on interdit, par exemple, d'aller se balader hors du service de 21h à 5h du matin. Et quand ils sont détectés hors du service, ça bloque automatiquement les portes, voilà. Etc. etc. Donc on donne un back-office évidemment à l'établissement et ça permet de visualiser tout un tas de statistiques, scan de QR code, de changer la cartographie aussi. Hein. Si demain la gériatrie devient la maternité, il faut pouvoir intervertir. Voilà. Quelques mots quand même, j'ai sauté la slide sur les données patients. Donc nous, on est spécialiste d'identification du patient. Donc on utilise les standards HL7, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. On fournit évidemment un dossier d'architecture technique et on héberge nos données de santé directement dans le serveur de l'hôpital. Nos CGU sont audités par un grand cabinet d'avocats et nous sommes en conformité RGPD. Le back-office, c'est vu. Quelques références ici. Donc, on est présent dans des ESPIC type Fondation Rothschild, Hôpital Foch à Paris et à Suresnes, dans des CHU type Amiens, Brest, dans des CH type Avignon, Pontoise et dans des groupes de cliniques. Ici, un témoignage client. D'ailleurs, ça, c'est Philippe Boulonne, donc le DSI de l'hôpital Foch, voilà, qui parle de la solution. Merci beaucoup pour votre attention et on est là pour répondre à vos questions.